Bienvenue dans Maîtriser la paye, le podcast qui rend la paie accessible à tous. Aujourd'hui, on parle des congés payés du salarié dans le secteur privé. On pense tous savoir comment ça marche, mais entre les calculs, les règles de fractionnement et les reports, c'est souvent un vrai casse-tête. Nous allons décrypter les règles d'acquisition, la prise des jours et les nouvelles règles liées à la maladie pour que vous maîtrisiez ce sujet sur le bout des doigts. C'est parti. Eh bien, pour commencer, le socle fondamental, vraiment la règle de base, c'est que l'acquisition des congés, c'est un droit universel dans le secteur privé. Dès votre tout premier jour d'embauche, en fait, le compteur commence à tourner. Ah, directement. Sans aucune période de carence. Exactement. C'est une garantie absolue du Code du travail. Et ça, peu importe la nature de votre contrat. Que vous soyez en CDI, en CDD, ou même pour une courte mission d'intérim, le principe reste rigoureusement le même. D'accord, c'est vrai que c'est rassurant, mais comment on calcule ça concrètement sur le bulletin chaque mois ? Alors, la formule légale, elle est très précise. C'est très exactement 2,5 jours ouvrables acquis par mois de travail effectif. Donc du coup, sur une année complète, on multiplie par 12 et on arrive à un plafond strict de 30 jours. 30 jours, ce qui correspond en fin de compte à nos fameuses 5 semaines. Tout à fait. Et si un contrat s'arrête en cours d'année, disons après 5 mois de présence, on fait simplement le calcul, 2,5 x 5, ça nous donne 12,5 jours. Et là, comment on fait avec un demi-jour sur la paie ? Au nombre entier supérieur. Donc dans ce cas précis, la personne aura droit à 13 jours, obligatoirement. Ah, ça c'est bon à savoir. L'arrondi est toujours favorable aux salariés. Par contre, sur quelle période on compte ces mois ? Ce n'est pas de janvier à décembre, si je me souviens bien. Non, pas du tout. La période de référence classique s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Sauf quelques exceptions historiques, comme le BTP ou les spectacles, où là, ça commence le 1er avril. Et avec les nouvelles règles européennes, qu'est-ce qui se passe si par exemple on est en arrêt maladie ? Ah, c'est le grand bouleversement actuel. Pour une maladie non professionnelle, le salarié cumule désormais des droits pendant son arrêt. Mais attention, c'est limité à 2 jours par mois, avec un maximum fixé à 24 jours par an. D'accord, je vois la nuance. Et est-ce qu'il y a des cas un peu particuliers, par exemple selon l'âge ou si on a des enfants ? Oui, tout à fait. Le législateur a prévu des protections. Les jeunes de moins de 21 ans ou les apprentis ont la garantie de pouvoir prendre 30 jours de congé, même s'ils ne les ont pas tous acquis. La différence sera simplement posée en congé sans solde. Ah, intéressant. Et pour les enfants à charge, ça se passe comment ? On accorde 2 jours supplémentaires par enfant de moins de 15 ans ou enfant en situation de handicap. Toujours dans la limite globale des 30 jours, bien sûr. Et il n'y a pas un petit piège avec ces jours supplémentaires pour les jeunes ? Si, très juste. Si un salarié de moins de 21 ans a acquis un tout petit solde, c'est-à-dire moins de 6 jours de congé, ce fameux bonus enfant passe à un seul jour supplémentaire au lieu de 2. Ok, donc le compteur dépend vraiment de l'âge, des enfants et de la présence effective. C'est ça. Le point à retenir ici, c'est que le calcul légal se fait en jours ouvrables, mais l'employeur peut très bien calculer en jours ouvrés, du lundi au vendredi, si seulement si ça garantit au minimum les mêmes droits, au final, pour le salarié. Pour ceux qui débutent, vous avez quelque chose ? Oui, un e-book offert, les fondamentaux de la paie. Le lien est en description. Mais revenons au sujet. Donc là, on a nos compteurs bien remplis. Est-ce qu'on peut poser ces jours quand on veut ? Eh bien non, maintenant que le compteur est bon, il faut savoir qu'on ne prend pas ses congés n'importe quand, ni n'importe comment. C'est même très encadré par la loi. Justement, quelle est la limite de jours qu'on peut poser d'un seul coup, en été par exemple ? Alors, la période légale s'étend impérativement du 1er mai au 31 octobre. Et le congé principal posé sur cette période ne peut pas dépasser 24 jours ouvrables consécutifs. Donc ça fait 4 semaines maximum d'affilée. Exactement. Il y a des exceptions, bien sûr. Par exemple, pour les salariés originaires d'outre-mer ou ceux qui ont une personne handicapée ou âgée dépendante à leur domicile. Là, on peut accorder un congé plus long. Et au final, qui a le dernier mot pour valider les dates de départ ? C'est l'employeur. Via la convention collective ou le CSE, c'est lui qui fixe l'ordre des départs. Il doit tenir compte de l'ancienneté, de la situation familiale. D'ailleurs, les conjoints ou partenaires de Pacs dans la même entreprise ont le droit de partir ensemble, simultanément. Ah, ça c'est pratique pour s'organiser. Et le délai pour prévenir, c'est quoi ? Le préavis légal, c'est 2 mois pour informer de la période et 1 mois pour fixer les dates exactes. D'accord. Et que se passe-t-il si, je ne sais pas, on ne prend pas toutes nos 4 semaines pendant l'été ? C'est ce qu'on appelle la règle du fractionnement. Vous avez l'obligation de prendre au moins 12 jours en continu, mais si le reste de vos 4 semaines est posé hors de la période estivale, ça vous donne droit à des bonus. Ah oui, des jours offerts. Voilà. 1 jour offert si vous posez entre 3 et 5 jours hors saison, et 2 jours supplémentaires si c'est 6 jours ou plus. C'est une belle incitation. C'est un vrai bénéfice le fractionnement. Mais petite question pratique, est-ce que je peux poser mes vacances et aller travailler ailleurs pour me faire un double salaire ? Ah, le point à retenir absolument ici, c'est formellement interdit. Interdiction absolue de travailler pendant ces congés. La seule exception légale, c'est le contrat pour les vendanges. D'accord, c'est noté. Repos obligatoire. Oui, parce que techniquement, vous ne touchez plus un salaire, mais une indemnité de congé payé, qui inclut votre salaire de base, votre prime d'ancienneté et d'autres éléments pour garantir votre niveau de vie. On peut aller encore plus loin ? Oui, j'ai publié un article Substack sur ce sujet, le lien est en description. Continuons ? Ça marche. Alors, qu'en est-il quand il y a des gros imprévus de la vie ? Eh bien, malgré toutes ces règles bien établies, la maladie, par exemple, peut venir tout perturber. Tous les jours non pris au 31 octobre ne sont pas obligatoirement perdus pour autant. Ah bon ? Comment fonctionne le report si on n'a pas pu tout poser à temps ? Par défaut, il faut vraiment un accord entre l'employeur et le salarié. Ou alors, si votre entreprise fonctionne avec un temps de travail annualisé, les reports peuvent aller jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Mais si le salarié refuse de les poser malgré les relances répétées d'employeurs ? Dans ce cas précis, ils sont définitivement perdus. L'employeur est couvert s'il a bien informé son salarié. Et qu'est-ce qui se passe si on est en arrêt maladie et qu'on ne peut physiquement pas prendre ces jours ?
Là, on entre dans le grand chamboulement de la maladie. La règle stricte aujourd'hui, c'est un report de 15 mois. Que la maladie soit professionnelle ou non. Si l'arrêt vous a empêché de poser vos congés, vous avez 15 mois pour le faire. 15 mois? C'est énorme, mais ce chronomètre de 15 mois, il démarre quand exactement? Eh bien, c'est là toute la subtilité. Il démarre uniquement à partir du moment où l'employeur informe le salarié de ses droits restants le jour de son retour dans l'entreprise. D'accord. L'information de l'employeur est vraiment la clé de voûte. Vous auriez un exemple chiffré pour qu'on visualise bien ce délai? Bien sûr. Imaginez, vous êtes malade du 1er février au 30 avril. Vous reprenez le travail le 2 mai. Ok, je vous suis. Et là, votre employeur attend le 13 mai pour vous informer officiellement qu'il vous reste 8 jours de congé. Eh bien, le délai de 15 mois court à partir de ce 13 mai jusqu'au 13 août de l'année suivante. Waouh. Donc si l'employeur oublie de faire ce document, le délai ne démarre jamais. Exactement. Le bouton reste sur pause. Et le point à retenir, si l'arrêt maladie couvre toute la période d'acquisition annuelle, le report de 15 mois démarre théoriquement à la fin de cette période de référence, mais il se met instantanément en pause. Il ne reprendra qu'à la reprise du travail, au moment de l'information officielle. Une dernière question express. Mon employeur peut-il annuler mes congés à la dernière minute? Normalement non. Il ne peut pas modifier les dates moins d'un mois avant votre départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles validées par la jurisprudence, comme une commande vitale pour l'entreprise ou le remplacement d'un collègue décédé. Ça a le mérite d'être clair. Pour aller encore plus loin, mon livre Maîtriser la paix, édition 2026, méthode en 3 étapes, résumé, infographie, quiz, 50 infographies, 250 questions avec corrigé. Le lien est en description. Une note, 5 étoiles et un avis sur votre application d'écoute, ça aide d'autres à nous trouver. On est aussi sur YouTube. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Un commentaire ou une question, on lit tout. Prenez soin de vous. À demain sur Maîtriser la paix.